Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Capture Podcast, le podcast qui vous laisse la chance de répondre à cette question. Pour toi, c'est quoi la vie ? Une question vraiment intime et pas toujours évidente pour nos invités qui ont décidé de relever le défi. C'est pour eux l'occasion de dire leur vérité, de parler avec leur tripes et surtout leur cœur. Peut-être vous y trouverez-vous ou peut-être vous y perdrez-vous. C'est en tout cas une invitation au voyage qui, nous l'espérons, vous permettra de découvrir de nouveaux horizons. Et vous ? Seriez-vous capable de venir donner votre avis sur la vie ? La guerrière Gaëlle a accepté de venir à nos micros. Elle ne savait pas qu'en lui diagnostiquant un cancer du sein, elle trouverait la vie. Elle trouverait l'amour, celui qui est universel, qui est partout. Ce que l'on appelle magie, quand on ne sait pas que ça existe. Bien sûr qu'il y a eu des heures noires. Cependant, durant ce podcast, elle n'a jamais cessé de faire une chose. Sourire. Pas besoin de voir pour croire, je sais que dans sa voix vous allez l'entendre. Place à Gaëlle, à ses yeux bleus qui ont tant de choses à raconter. Salut Gaëlle. Salut Victorine. Comment ça va ce soir ? Ça va très bien, merci. T'es venue accompagnée de ton meilleur ami. Oui, mon meilleur ami Fabien. Peut-être qu'on l'entendra par moments rire, mais on a dit que même ses cils ne devaient pas faire de bruit. Ses battements de cils doivent être silencieux. Faut toujours qu'il montre qu'il est là, donc il va faire un truc. Il rigole dans sa barbe, ça a l'air bien parti. Gaëlle, je vais te poser 3 questions. Mais on en saura un peu plus dans l'interview et en intro, mais il t'est quand même arrivé un sacré truc, t'as un sacré parcours. Et du coup, j'aimerais te poser 3 questions, mais que ça soit la Gaëlle d'avant qui réponde, et ensuite la Gaëlle de maintenant, parce que je pense que tu as changé de point de vue entre-temps. Très intéressant ça, ouais. Ouais. Ça m'a excité ce matin d'y avoir pensé. Du coup, c'est parti. Gaëlle d'avant, est-ce que tu regardes les étoiles le soir dans le ciel ? Oui. Gaëlle de maintenant ? Oui, encore plus. Encore plus. Gaëlle d'avant, est-ce que tu prenais le temps pour toi ? Quand je dis prendre le temps pour toi, c'est t'arrêter. T'arrêter 5 minutes, pas te mettre du vernis ou te faire belle, mais vraiment pour toi, intérieurement. Non. Gaëlle de maintenant, est-ce que tu prends du temps pour toi ? Tout le temps. Tout le temps est pour moi. Que ça. Et ensuite, la 3e question, ça c'est pour les 2 Gaëlle. Quel est ton dessert préféré ? Le Paris-Brest. Ça a toujours été ? Ouais. Avant, maintenant, pendant, tout le temps ? Ouais. Ok. Gaëlle, pour toi, c'est quoi la vie ? C'est parti ? C'est parti. Ok. Pour moi, c'est quoi la vie ? Alors déjà, j'ai bien envie de te dire que pour moi, la vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas un chemin. Moi, la vie, ça me fait penser à une boucle. C'est des cycles, la vie, en fait. C'est des débuts, des fins, des commencements, des rencontres, beaucoup. Pour moi, les rencontres sont des rendez-vous, d'ailleurs, petite parenthèse. Voilà. Donc, pour moi, la vie, c'est évoluer dans une boucle. Commencer des choses, les terminer. Être différente, toi, de ce que tu as été au début de la boucle et de ce que tu es à la fin de la boucle. C'est ça aussi qui est intéressant et qui est important, parce que même dans une boucle, on évolue. Voilà, c'est aussi composer avec des petits bonheurs et des grands malheurs et voilà, et faire un gros mélange de tout ça et faire en sorte qu'en fait les petits bonheurs viennent compenser les grands malheurs. Voilà, parce que j'ai tendance à me dire que si la vie c'était linéaire et si on était heureux tout le temps, on ne saurait pas apprécier en fait le bonheur, ça serait normal. Et alors je crois qu'il n'y a rien de pire que de te dire que le bonheur c'est normal, ça serait tragique. C'est beau ça, j'aime bien. Donc, voilà, composer avec les malheurs et puis savoir s'adapter, savoir sombrer. C'est important de savoir sombrer pour se relever. Et puis voilà, la vie aussi pour moi, c'est donc des rencontres, je l'ai dit, et puis l'amour. L'amour, je crois que c'est le plus important. L'amour dans toutes les relations ? L'amour avec un grand A, ouais. L'amour de soi, déjà, en priorité, des enfants, en ce qui me concerne, des amis, de la famille, ouais, l'amour. Je crois que c'est ça qui fait tenir beaucoup de gens, mais moi en particulier. Et avant, tu pensais ça, sur l'amour ? Je pense qu'avant, j'avais tendance à réduire l'amour sur les relations amoureuses, tu vois, homme-femme, et à me tenir au fait que je ne serais heureuse et je n'étais heureuse que parce que j'étais amoureuse. Et je ne donnais pas autant d'importance à l'amour de l'être humain. Et donc là, maintenant, c'est différent. Et je donnais pas autant d'importance à l'amour de moi-même, surtout. Oui. Et c'est ça qui est différent. Ouais. J'imagine que on a quand même du mal, en tant que femme, je parle des femmes, mais j'en suis une, à s'aimer soi-même. C'est pas forcément ce qu'on nous apprend. On nous apprend énormément à aimer les autres.
Et je trouve que les hommes ont cette facilité à s'aimer eux-mêmes. Après, c'est génial, parce que quand on le découvre, c'est eux qui ont raison. Mais nous, il nous faut toujours un choc incroyable pour qu'on se dise « Ah, mais j'avais de la valeur, en fait. Du coup, ça serait cool de plus réavoir ce choc-là. C'est bon, j'ai compris. » Ouais, mais ça, c'est parce que je crois qu'on a encore... C'est culturel, je pense. La femme a tellement de pression sur ses épaules. Il faut qu'elle soit mince, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit une grande professionnelle, une bonne amante, une meilleure amie, une bonne mère, une bonne femme au foyer. Et en fait, je pense... ce n'est que mon avis, hein, mais je pense qu'on a tellement de pression... On est là pour ça, t'inquiète. Là, tu peux te lâcher, c'est que ton avis pendant 1 heure, donc... C'est vrai. On a tellement de pression dès la naissance culturelle, tu vois, que... on s'en impose trop à nous-mêmes et on en demande trop à nous-mêmes. Et du coup, on ne supporte pas de ne pas être parfaite partout. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à s'aimer. Oui, parce que s'aimer, c'est lâcher prise aussi. Alors oui, ça, c'est la grosse problématique. C'est justement avec la maladie, tu es obligé de lâcher prise parce que tu maîtrises plus rien. Et tu te rends compte, en fait, que quand tu lâches prise, mais c'est un bonheur pas possible. C'est une liberté, c'est un luxe de lâcher prise. C'est vraiment un luxe. De savoir lâcher prise, en tout cas, c'est un luxe. Et toi, c'est ce qui t'a... Parce qu'on avait parlé un peu en off quand on s'est rencontrés la première fois. Et t'avais l'air tellement au clair avec tout ça que c'en était assez incroyable pour moi de recevoir ça. C'est-à-dire que t'avais la rage, mais pas la rage contre la maladie ou la rage de guerre. T'avais la rage de vivre. Et c'est ce lâcher-prise qui t'a amené à cette rage de vivre. En fait, je me suis jamais rendu compte de la chance que j'avais de pouvoir être mobile, de pouvoir me rendre là où je voulais me rendre, de pouvoir manger ce que je voulais manger, faire ce que je voulais faire. Pour moi, c'était normal. C'est ça où je te dis, quand le bonheur il prend le ton de la normalité, c'est flippant. Parce que c'était normal. Et quand t'es malade, t'es plus aussi mobile, t'as plus autant de possibilités, de capacités, de liberté. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est dramatique l'absence de liberté. Quelle qu'elle soit, elle est dramatique. Et j'ai oublié le début de ta question. Ah oui, alors voilà. Ouais, non, du coup, j'étais pas... j'avais qu'un but. Tu vois, c'est le truc à la con. Hein, c'était genre aller reboire un verre en terrasse. Boire un verre en terrasse, pour moi, c'était voilà, l'ultime projet, en fait, après la maladie. C'est le truc con pour le commun des mortels. Mais moi, je pouvais plus le faire parce que j'étais trop fatiguée, parce que voilà. Et quand j'ai recommencé tous ces petits bonheurs-là, là, tu dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de grave ? Et donc, non, c'était pas de la colère, en fait, quand je suis tombée malade. C'était pas de la colère, c'était... ouais, j'avais la rage de vivre, ouais, de reprendre tous ces petits bonheurs-là, de me mettre sur mes jambes, de me maquiller, de me faire jolie, des choses simples. De savoir ce que t'avais, finalement. En fait, tu t'es rendu compte de tout ce que t'avais. Ah ouais. Et avant, tu savais pas que t'avais tout ça. Bah non, mais j'ai toujours été super riche, en fait, et pour moi, c'était pas une évidence. Ouais. Et à partir du moment où t'es pas malade, t'es riche. Alors attention, voilà, il y a d'autres soucis, il y a plein de monde, plein d'autres problèmes, oui. C'est pas ça. Je parle pour moi en tout cas. À partir du moment où t'es pas malade, t'es libre, quoi. Tu fais ce que tu veux, ouais. Et j'imagine qu'en plus une maladie, comme tu dis, ça t'arrête vraiment. Ça t'arrête pas. En plus, ça t'arrête dans le temps. C'est pas comme si t'avais une gastro où pendant 3 jours t'es cloué au lit. Non, là, tu sais que ça va continuer. Et en plus, tu sais pas si ça va continuer en down ou en up. Enfin, tu sais pas où tu vas. Non, tu sais pas où tu vas et ça t'arrête. Ça joue aussi sur ta personnalité parce que tu n'es plus celle que tu étais avant. Ouais. Moi, j'ai toujours été une grande épicurienne, une grosse chouillarde. C'est ce qui me définissait aussi, tu vois. Et ça t'arrête complètement. Tu peux plus faire la fête et du coup, donc, tu te poses les bonnes questions. Qui je suis ? Où je vais ? Tout ça, à quoi ça sert ? Parce que tu veux mettre un sens à tout ça. Parce que s'il n'y a pas de sens à ce qui t'arrive... c'est trop flippant en fait. Il faut qu'il y ait un sens à ce qui t'arrive. Et moi, le sens, c'était que je devienne vraiment moi-même en fait. Voilà, que je devienne vraiment moi. Et que je prenne conscience de la fragilité de tout ça pour que ça ait un sens. Je suis carrément d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, il m'est arrivé un petit truc et je me suis dit, je veux comprendre. Et je me suis dit, c'est ce qui va sauver ma situation de comprendre. Donc, qui ait un sens parce que si quelque chose arrive et que ça n'a pas de sens, c'est là où c'est le plus dur. Ouais. Parce que c'est trop irréel, c'est trop injuste, et c'est là où peut-être tu peux rentrer dans la rage. Puis c'est trop violent, c'est le genre de choses qui est pas... Ça n'arrive qu'aux autres. Donc c'est trop violent à entendre. Donc tu as besoin de... Je pense pour un petit peu mitiger tout ça, tu as besoin de te dire, si c'est arrivé, c'est pas pour rien. Voilà, c'est tout. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver, et on va en faire quelque chose finalement, parce que c'est dramatique, c'est douloureux évidemment, c'est sombre, un cancer, c'est pas les bisounours. Mais on peut en faire quelque chose.
Mais aujourd'hui, il y a un podcast qui est sorti avec Stéphane Brognard. Donc lui, il a traversé l'Atlantique en rame, c'est un trailer, enfin c'est un fou. Et je lui avais dit justement, quand il t'arrive quelque chose, comment tu fais pour t'en sortir? Et il m'a dit, je me pose cette question, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ce que tu es en train de me dire. C'est mon grand dicton de vie, ça. C'est l'important, c'est pas ce qui arrive, mais c'est ce que tu en fais. Et ouais, c'est mon grand dicton, parce qu'il peut nous arriver des choses terribles. On n'a pas la même façon d'appréhender ces choses-là, et la façon dont tu vas les appréhender, ça va générer la faim finalement, ça va générer la faim et ce que ça aura causé pour toi. Donc c'est important de se poser la question pourquoi c'est là, et même si tu sais pas pourquoi c'est là, je te dis je vais en faire quelque chose, c'est pas grave. Oui, même si finalement il n'y a pas de sens, tu te dis ça me toi, tombe dessus, ouais. Je sais, voilà, c'est encore plus précis, c'est super important de donner un sens à ce qui t'arrive. Ouais. Et là c'est finalement un contrôle dans le lâcher prise, parce que quand tu redonnes sens à ta vie, c'est toi qui finalement as les clés en main pour savoir comment tu veux avancer, même si c'est dramatique. C'est ok, là c'est dramatique, mais qu'est-ce que je fais pour m'en servir et pour que ça soit un tremplin. Et puis pour pas rajouter, surtout, moi ce que je voulais pas, c'était ajouter du drame sur du drame. Parce qu'on sait que voilà, le cancer, on sait tous ce que ça implique pour la famille, pour les amis, pour l'entourage. Moi, l'idée, c'était de ne pas imposer ça en plus à mon entourage, qui souffre déjà énormément. Je pense que l'entourage souffre encore plus que le malade dans ces cas-là. Et moi, je ne voulais pas rajouter du drame sur du drame. Donc, on en a beaucoup ri. On a essayé de faire des choses rigolotes avec certains jours. Je vais te donner une anecdote, mais on en a ri hier. Ma sœur, la première chimio, elle m'a envoyé une chanson que j'écoutais en chimio avec d'autres malades, en fait. Et c'était une chanson surréaliste, en fait. Tu vois, à un moment, le mec, il fait t'as pas perdu ta bonne humeur, meurs, tu vois. Et moi, j'écoutais ça et je fais voilà, tu vois, voilà, ça va m'aider. Et ma sœur, elle a compris ça tout de suite. Mes amis ont compris ça tout de suite, en fait, qu'il fallait direct en rire. Ouais. Et elle m'envoyait tous les jeudis, quand j'étais en chimio, mes amis m'envoyaient des vidéos. Des sketchs, des conneries, et ça me faisait un bien fou, parce que je savais qu'elles étaient là, mais on n'était pas dans le dramatique, tu vois. Là, on était dans le combat, dans la guerre, quoi, tu vois. Donc, je crois que tout de suite, on a réussi à en faire un truc... on en a ri beaucoup. T'as besoin de guerrières dans ces moments-là, à tes côtés, de guerrières et de guerriers. Ah, j'avais une armée. C'est ça, t'as besoin d'une armée qui combatte avec toi et qui te plaigne surtout pas. Je pense que le pire qu'on puisse faire à un malade ou une malade, c'est la plaindre. Parce que là, c'est son arrêt de mort, je pense. Oui. Non, moi, je voulais pas qu'on me plaigne, je voulais pas qu'on me considère comme une malade, même si je l'étais, hein. Mais et ça, mon entourage l'a jamais fait, non. J'avais vraiment une armée autour de moi, et c'était... je sais que ça a été abominable pour ma sœur, ça a été terrible pour elle, beaucoup plus que pour moi. Elle me l'a jamais montré, tu vois. Je sais que chez elle, elle pleurait, je sais qu'elle s'est fracassée, jamais elle me l'a montré, jamais. Et on a essayé de pas rajouter du drame sur du drame. Je comprends le fait d'aller mal, tout le monde le sait, donc ça sert à rien d'en plus le dire. C'est ça. C'est là, et est-ce que c'est le plus important, c'est pas quand tout va mieux de dire tu sais, là ça fait mal, mais regarde où on en est, regarde où j'en suis. Mais on se le dit ça, on dit mais regarde, il y a 6 mois t'étais en chimio, et maintenant j'ai moins de difficultés à me le dire. Avant, je ne disais pas c'est difficile, j'ai mal, voilà. Oui, j'essayais de pas verbaliser, voilà. Et là maintenant, je peux me permettre, comme c'est derrière moi. Oui, je le dis, ça a été très abominable, ça a été très difficile, j'ai sombré. Mais sur le coup, non. Sur le coup, j'arrivais pas à me le dire. Et puis, je voulais pas qu'ils l'entendent. Oui, je crois que c'est surtout ça. On veut protéger les autres, et juste. Faut pas que ça soit mal perçu, le fait de pas parler dans les moments sombres. Au contraire, c'est pour protéger les gens et pour pas les embarquer avec nous. Parce que je pense que quand on va mal, on peut tellement sombrer en 2 secondes que si on prévient les autres, ils vont venir avec nous. Et on n'a pas besoin de ça. Non. Il faut absolument qu'ils soient là pour soutenir. Non. Et puis on a besoin aussi de sombrer. Ça m'arrive encore des jours, et ça, ma sœur, elle connaît ces jours-là. À partir du moment où je réponds pas au téléphone, elle sait ce qui se passe dans ma tête. Ça arrive encore des jours où je me lève le matin, où je sens que ça va pas, je sais pas pourquoi, mais je pense que ça nous arrive à tous. T'es un petit peu dans un halo de mauvaise énergie. Ouais, c'est ça. Et tu sais pas trop pourquoi. Ça m'arrive de pleurer toute la journée sans savoir pourquoi. Et le soir, ça y est, c'est reparti, ça va super bien, parce que ça m'a fait du bien, j'ai éliminé. Et puis voilà, il faut aussi reconnaître qu'on est faillible et qu'on est des êtres humains, et qu'on se nourrit aussi de l'énergie négative. C'est important, l'énergie négative. Et le principal, c'est de réussir à la faire sortir. Oui, c'est ça. Mais ça me fait penser aussi qu'en tant qu'adulte, on se permet beaucoup moins des pulsions d'enfant.
Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent, eux. Hein. C'est là, on est dans un restaurant, on est au bistrot du Chineur, mais les enfants, eux, ils vont sortir, ils vont hurler après avoir mangé, ils vont traverser la route, le trottoir, on va les engueuler, il va y avoir des cris, mais eux, ils vont trop bien dormir. Ouais. Sauf que nous, on hurle pas quand on sort du resto, on chuchote parce qu'il va être 23h ou minuit. Et on chuchote, ça dépend ce qu'on a bu avant. Tu vois, je ne le regarde pas, Fabien, mais je sais, je vois dans l'antre de mon œil qu'il chuchote pas du tout. Qu'il est en train de qu'il est mort de rire. Tu le vois bouger. Je le vois faire. C'est ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Voilà. Mais en silence, il respecte bien ce qu'on lui a demandé. Mais oui, les pulsions d'enfant, nous, on les a moins... en tant qu'adulte, et c'est très dur parce que même les larmes, moi j'adore les enfants, ils pleurent d'un coup. Et là j'ai regardé une vidéo dans la journée, c'est un petit, ils sont sur le quai du métro, les portes se referment et les parents, ils n'ont pas le temps de monter dans le métro. Et le petit, il s'effondre, il s'écroule, il dit mes parents, et quelqu'un le rassure. Et avant le prochain arrêt, donc c'est moins de 2 minutes, il est au téléphone avec ses parents et il dit oui, là je suis avec un petit garçon qui est plus grand que lui, donc c'est trop drôle comme situation en plus. C'est bon, je vais aller sur le quai. Et nous, on ferait ça. On serait considéré comme complètement fou. Ouais, c'est vrai. Et lui, il s'est permis le droit de s'effondrer. Il était par terre, il hurlait mes parents. 2 secondes après, il était debout. Mais écoute, maman, moi, je suis sur le prochain quai. Toi, t'es où ? Enfin, et c'est ça, la beauté des émotions aussi. C'est quand c'est fulgurant. Ouais. Parce que après, t'as rien à ruminer. Il y a rien qui te ronge quand tu laisses aller tes émotions. Et je pense que des fois, on en fait tout un pataquès d'avoir des crises de larmes ou de s'énerver. Et en fait, c'est juste complètement normal. Et c'est bénéfique, je pense. C'est ça. Moi, les gens qui me font peur, c'est les gens qui s'énervent jamais, qui pleurent jamais, qui sont sur une ligne, parce que ça fait peur, parce que tu te dis le jour où ça va craquer. Oui, puis on est tous pareils, hein. De toute façon, des moments de colère, des moments de fulgurance, des moments où tu sombres, on en a, forcément. Tout être humain en a. Donc voilà, comme tu dis, il faut savoir les laisser s'échapper, parce que c'est justement quand tu les retiens que ça peut être... que là, c'est flippant, je pense. Ouais. Et tout à l'heure, tu as commencé par ça, et c'est quelque chose que j'adore. Tu as dit que tu croyais beaucoup aux rendez-vous qui n'étaient pas prévus. Et j'ai entendu une belle phrase il n'y a pas très longtemps, c'était que les vrais rendez-vous, c'est ceux qu'on n'avait pas notés sur l'agenda. Et du coup, j'adore quand je rencontre des gens dans la rue, parce que je me dis, l'univers avait prévu ce rendez-vous. Mais moi, je suis convaincue que toutes les rencontres que tu fais, elles sont pas là par hasard et elles sont là pour te mener quelque part. Même si c'est un tout petit bout de chemin, hein, mais pour tenir en tout cas vers toi. Et chaque rencontre que tu fais, c'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. J'en suis convaincue. Et il y a rien de... Alors pour moi, c'est ma vision de la vie, hein, mais tout est déjà écrit en fait. Rien n'arrive par hasard. Moi, je suis un petit peu des deux. Il y a des choses qui sont écrites, mais il y a aussi des choses, comme tu as dit avant, comme on a envie de donner du sens à notre vie, on a quand même souvent les rênes en main. Et par exemple, un rendez-vous, il doit arriver, mais ce que tu en fais, je trouve que ça, c'est pas écrit. Ouais. C'est-à-dire que quelque chose va se passer, mais après, qu'est-ce que t'en fais ? Et d'ailleurs, les Indiens, ils fonctionnaient comme ça. Tu sais, quand ils font des choses chamaniques ou en voyance, et qu'ils annoncent une très mauvaise nouvelle, en fait, c'est pas grave. Parce que ils disent, là, quelqu'un va mourir, mais ça dépend ce que vous faites. Ça dépend ce que vous faites avant. Si vous continuez d'agir comme ça va mal aller. Est-ce que vous avez envie de changer ? Et je pense qu'il y a des choses qui te tombent dessus, et toi, qu'est-ce que tu en fais ? C'est ce que tu as fait avec la maladie. C'est-à-dire que peut-être que dans tous les scénarios, c'était écrit, mais après, il y avait la Gaëlle qui allait sombrer direct, il y a la Gaëlle qui allait se relever, il y a la Gaëlle avec la rage positive, et toi, tu as choisi le plus beau des chemins, à mon sens en tout cas. Oui, t'as pas tort dans ce que tu dis, c'est vrai. Ton comportement, c'est l'effet papillon. Hein. Ton comportement, il va forcément influer sur l'après et sur le comportement d'autres gens. Et sur, oui, c'est vrai. Et je trouve ça super beau aussi, cette idée de rendez-vous tout simplement. Et ça rejoint l'amour. Et l'amour, c'est quelqu'un qui me l'avait dit aussi. Il m'avait dit, tu sais, il existe plusieurs types d'amour. On aime ses meilleurs amis, on aime sa famille, on aime son amoureux. Et c'est vrai que depuis ça, ma vision a complètement changé parce qu'il y a plein d'amours différents. Tu peux même aimer un animal ou une fleur. Tu peux retrouver de l'amour dans énormément de choses. Et à partir du moment où tu as compris ça, pareil, c'est toi qui donnes du sens à ta vie, qui donne du sens à ce que tu fais. Et ça peut être que magnifique puisque c'est ton sens à toi. Et encore plus si le sens, ça peut être l'amour. Et puis après, surtout, tu as un décalage. Quand tu as compris ça,
Donc effectivement, et puis quand tu as compris la fulgurance des choses, le truc c'est qu'après tu as un décalage avec les gens. Tu sais, moi avant la maladie, j'étais très à fond dans mon boulot. Mon boulot c'était, pas toute ma vie parce qu'il y a mes enfants, mais c'était une grosse partie de ma vie, de stress, voilà, c'était le boulot. Et maintenant quand j'en discute avec des collègues, moi je me sens en décalage en fait, parce que je me dis mais comment j'ai pu être cette personne-là qui a accordé autant de place au stress, au boulot, tu vois, et qui est passé à côté de tellement de choses. Et je me suis bouffé la santé, quelque part. Tu sais, la maladie, c'est le mal à dit. Fallait s'arrêter à un moment donné, vraiment, fallait se poser. Et puis, il fallait recentrer les priorités. Et maintenant que je les ai recentrées, alors j'espère que ça va durer, j'espère que c'est pas là encore sous le joug de la maladie, et j'espère que ça va durer, mais maintenant que je les ai recentrées, je suis en décalage, en fait, avec certaines personnes. Alors, c'est pas un jugement, c'est pas... C'est un constat, tu vois plus les choses de la même façon, tu n'as plus les mêmes évidences. Et j'espère sincèrement que je vais réussir à rester celle que je suis maintenant, tu vois. Enfin, en tout cas, avec la même vision des choses et des priorités. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que je l'ai vécu, mais pas avec la maladie. Je suis partie 1 an en Australie. Et moi, je me suis toujours dit que si j'étais pas partie en Australie à 20 ans, j'aurais été malade. Parce que j'ai compris énormément de choses en partant. Ça a été une énorme claque. Et quand je suis revenue d'Australie, j'ai été très très mal dans ma peau parce qu'en 1 an, moi, j'avais grandi de 5 ans. Et les gens autour de moi n'avaient pas grandi. Et comme tu dis, c'est pas grave, c'est pas un jugement, c'est un fait. Et c'est très dur de te retrouver avec cet amour et cette naïveté parce qu'on te qualifie de naïve, de fille gentille, qui voit tout rose, mais non, tu sais très bien le drame de la vie. Toi, encore plus avec le cancer. Donc, personne n'a à te dire que t'es naïve. Enfin, je veux dire, je pense que même là, autour de cette table, t'es la moins naïve. Et pourtant, on va venir te dire, mais pourquoi tu vois la vie de ce côté c'est entre peut-être l'envie des gens qui n'y arrivent pas à atteindre comment je pourrais dire, cet état d'esprit. Et tu te retrouves énormément en décalage. Et moi, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'était que j'étais en décalage avec des gens que j'aimais. Et le pire, ça a été mon entourage. Les connaissances, c'est pas grave si t'es en décalage. Ils font leur vie, tu fais ta vie. C'est pas très grave que quelqu'un n'ait pas la même façon de penser que toi. Mais quand tu reviens d'un voyage, parce que c'est un voyage que t'as fait, et que tu vois que tes proches, finalement, soit ils ont pas assuré, soit ils pensent plus du tout comme toi et ils voudraient que tu redeviennes comme avant. Mais c'est pas possible parce qu'avec tout ce que tu as traversé, c'est hors de question que ce soit pour redevenir comme avant. Sinon, on y retourne et ça fait encore plus mal. Et c'est aussi pour dire à ces gens qui des fois vivent quelque chose d'incroyable. Ça peut être un choc émotionnel positif comme négatif. Les chocs émotionnels positifs sont aussi très durs à vivre parce que justement, il y a ce décalage après avec les gens que tu aimes. Et tu peux pas en plus leur en vouloir parce que ça voudrait leur dire t'as pas avancé autant que moi. C'est ça. Et c'est horrible, tu peux pas te permettre de dire ça aux gens que tu aimes. Non, mais ça fait partie des dommages collatéraux, le fait d'être plus du tout sur la même... À partir du moment où tu n'es plus la même personne, c'est toi qui as changé, mais le monde n'a pas changé et ton entourage n'a pas changé. Donc forcément, il y a un moment donné où tout ça se bouleverse. Et ça fait partie des dommages collatéraux. Pour ton entourage, de se rendre compte que tu n'es plus la même, c'est un deuil à faire aussi. Alors, c'est un deuil pour toi, mais moi, le deuil, il était bénéfique, puisque je préfère la personne que je suis maintenant à celle que j'ai été, enfin, en tout cas, à celle que j'étais avant la maladie. Mais ton entourage, lui, il s'attendait à avoir la même personne, tu vois. Il s'attendait à ce que la maladie, ça soit une parenthèse, qui est l'avant et qui est l'après, mais qu'en tout cas, toi, tu n'es pas changé. Moi, la parenthèse, elle est refermée, quoi. Donc ça, c'est compliqué pour ton entourage. Et ça fait partie des dommages collatéraux, ouais. Ouais, je sais bien. Et puis, c'est aussi... des fois, je sais que quand je me lance dans un projet, je vais en ressortir transformée. Et des fois, j'ai peur parce que je me dis je vais perdre des gens. D'aller dans certains projets, je sais que je vais perdre des gens parce qu'ils vont avoir peur pour moi ou parce qu'ils vont pas avoir le même état d'esprit que moi. Et je sais que des fois, ça me freine parce que, alors moi, j'ai le choix. Toi, t'as pas eu le choix que de te lancer dans ce projet-là. Mais c'est... Comme tu dis, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, eux, après, ils vont certainement vivre aussi des choses qui font qu'on va peut-être se récupérer plus tard. Plus tard, sur un autre chemin de vie, complètement. Mais j'ai perdu des gens aussi, tu sais. Alors, autant j'en ai gagné énormément. En tout cas, j'ai gagné le fait de voir que l'amour, de l'amour que l'autre peut t'apporter, ça a été bouleversant pour moi. Tu savais pas que ça pouvait être aussi fort. Je pensais pas que ça pouvait te porter autant, en fait. Je pensais pas qu'on pouvait te sauver la vie rien qu'en t'aimant. C'est vrai ? Eh ben si, en fait. Bien sûr. Si, complètement. Ouais. Et j'ai perdu des gens, mais je me dis que les gens que j'ai perdus,
c'est dommage pour eux. Enfin, voilà, il y a pas de colère, il y a pas de ressenti. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas été à la hauteur de ça, parce que c'est un tsunami pour tout le monde. Et puis, t'as des gens qui savent le gérer, d'autres qui savent pas. Et puis c'est tout, faut pas leur en vouloir, ils savent pas gérer ça. Peut-être qu'ils seront là à un autre moment de vie, effectivement. Oui, bien sûr. Mais pour ce moment-là, en tout cas, ils correspondaient pas. Voilà. Oui, et puis toi, tu as besoin à ce moment-là qu'on te sauve la vie. Oui. Donc tu n'as pas le temps de dire à la personne qui sait pas gérer, fais un travail sur toi-même, t'inquiète, j'ai le temps. Non. Non, c'est ça. Et puis alors clairement, j'en avais rien à faire. Hein. Je t'ai pas. Enfin voilà, si tu veux pas rester, tu restes pas. Je vais pas te courir après quoi. Hein. Ouais. J'ai un crabe à attraper là. J'ai pas le temps. Je vois bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'entourage qui est là ? Enfin, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire ? Parce que c'est vrai que ça m'a frappé ce que tu m'as dit tout à l'heure. Moi, je me suis déjà dit, j'ai dit plein de fois dit, waouh, je sais pas comment tu vas t'en sortir avec ça, Eva. Soit tu coupes, soit on laisse, mais waouh. Bref, j'ai déjà pensé, synonyme. Si j'étais malade, en fait, ça me fait très peur pour les autres. Ouais. Et rien qu'à l'imaginer, j'ai peur de moi être mal, mais je me suis déjà dit, qu'est-ce que je vais leur dire, comment ils vont le prendre. J'ai déjà sélectionné les gens à qui je ne le dirais pas, parce qu'ils ne pourraient pas se relever de ce que je leur annoncerais. Et qu'est-ce qu'on peut justement dire à ces gens qui sont là pour aider, mais qui ne culpabilisent pas parce qu'ils feront de leur mieux de toute façon ? Je sais pas trop quoi te répondre parce que je te dirais bien que c'est en fonction de la personne qui est malade. Je pense que les gens qui entourent, en tout cas, ils doivent essayer de faire en sorte que la personne malade ne se sente pas malade, ne se sente pas réduite au statut de malade, en tout cas, que de lui montrer que la vie continue, hein, parce que la vie se déroule encore sous tes pieds, malgré tout. Et puis, d'être présent. Il y a que ça. Et puis, être présent, c'est vaste, hein, mais voilà, moi, il y a des gens que je voyais plus depuis une éternité qui m'ont envoyé des messages toutes les semaines, mais rien que ça, je trouvais ça fort, en fait. Parce que du coup, ils étaient pas là, mais rien que le fait de penser à toi, ça te donne une énergie folle, en fait. Et puis voilà, et puis d'en rire beaucoup, parce que elle est là, de toute façon, la maladie, donc il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Donc voilà, en rire, être présent, et puis c'est aimer. Après, moi, il y a des gens, je vois ma grand-mère, tu vois, on ne lui a pas dit que j'étais malade. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, on ne lui a pas dit parce qu'on ne voulait pas... je sais que ça aurait été dramatique pour elle. Ouais. Enfin, je veux dire, comment tu peux imaginer que ton enfant ou ton petit enfant soit malade, et ça aurait été dramatique pour elle. Et puis ça servait à rien, quoi. Du coup, ma grand-mère, on lui a pas dit. Et puis il y a d'autres personnes à qui les gens qui étaient là à l'annonce de la maladie, elles savaient comment j'étais et elles savaient ce que j'en ferais, je pense. Quand on est ressorti de chez le médecin, on a ouvert des bouteilles de champagne et on a dansé, en fait. Tu vois. Et j'ai pas eu besoin de leur dire. Bon, allez, il faut qu'on fasse la fête. Ça coulait de source. Elles sont arrivées chez moi, on a ouvert une bouteille. Jamais ça a été dit à un moment donné. C'était normal, en fait. C'était voilà, les gens me connaissent, donc voilà, j'ai envie de te dire, ça dépend tellement de la personne et comment l'entourage voit la personne et comment elle veut la porter aussi, quoi. Et est-ce que c'est pas ça qui est trop bon dans les relations, c'est quand tu parles pas, ouais, et qu'il y a des connexions qui se font alors que tu n'as rien dit. Il n'y avait rien à dire. Mais tout le long de la maladie, il n'y avait rien à dire. Enfin, tout mon entourage, je savais et ils savaient. Il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à rajouter, en tout cas. Si ce n'est, je savais qu'ils étaient là. Ils savaient que j'allais pas bien, forcément. Mais il n'y a pas besoin de mettre de mots, en fait. Pas besoin de ça. C'est ça que tu veux dire dans juste être là pour la personne. C'est ça, pas en parler, pas analyser, pas épiloguer. Pas parler que de ça, en tout cas, parce qu'il y a d'autres choses autour. Après, il y a eu des périodes où j'ai eu vraiment besoin d'en parler, où je parlais que de ça, forcément. Ça devait même être épuisant pour mon entourage, je conçois. Et puis d'autres périodes où c'était, je veux plus du tout en entendre parler, foutez-moi la paix avec ça, quoi, tu vois. Et puis laisser aussi la liberté. Je vois quand j'ai commencé à ressortir et à reboire un petit coup, parce que c'était moi, quoi, tu vois. Je me suis pris quand même des réflexions par certaines personnes. Attention, t'as un cancer, l'alcool, machin et tout. Ouais, donc toi, en fait, tu m'as pas connue avant, enfin, tu vois. Et mon entourage, personne de mon entourage proche ne s'est permis de me dire attention. Non, c'était quand t'as fini ta bière, je vais te rechercher une deuxième, en fait. Tu vois, parce que ils auraient pu me mettre en garde, sauf qu'ils savaient que je savais les risques et qu'il faut que je fasse attention. Ils savent que je le sais, ils sont pas cons, mais j'ai pas besoin de l'entendre, en fait. Et ils se permettent pas de me le dire. Il m'aide à faire la fête, il m'aide à profiter et il laisse aux médecins le soin de me faire la morale. et aux autres personnes, parce que les autres personnes, ils aiment bien quand même. Oui, il y avait quand même le médecin qui disait Gaëlle, attention, Indius. Un petit peu. Mais je sais pas, moi, c'est quoi un petit peu, tu sais. Bon, toujours dans l'excès.
Ouais, en fait, t'as respecté celle que t'étais avant. T'es quand même toujours sur la même ligne. Oui, mais j'ai gardé mes bases de fête et d'épicurienne et tout, ça, je les ai gardées. Mais j'ai une autre vision de la vie. En tout cas, j'ai conscience de sa fragilité. Et ça fait beaucoup. Et c'est fou, parce que, je vais te dire, moi, j'ai du mal à me rendre compte que tu peux être différente de maintenant. Parce que là, t'as tellement un état d'esprit ouvert sur la vie, qui se rend compte que la vie est fragile. Je m'imagine pas la Gaëlle d'avant. C'est impossible pour moi. Si, moi, avec le recul, j'avais pas du tout conscience de cette fragilité-là. Les priorités n'étaient pas les mêmes du tout. Du tout. La façon de penser n'était pas la même. La façon de m'occuper de moi n'était pas la même. Ce que j'inculquais à mes enfants n'était pas la même chose. La différence entre l'éducation d'avant et l'éducation de maintenant. Alors, je veux pas choquer, hein. Attention, hein. Surtout si le papa de mes enfants m'écoute. Je pense qu'avant, j'étais vraiment ciblée sur l'école. Les enfants, il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier, pour gagner de l'argent et pour être heureux. Et là, maintenant, je pense que si mes filles m'annonçaient qu'elles prennent un sac à dos et qu'elles se barrent faire le tour du monde, je serais la plus heureuse, quoi, tu vois. J'ai envie de leur dire... c'est bien de bien travailler à l'école, c'est important, effectivement, mais alors c'est plus du tout une priorité pour moi, quoi. Soyez heureuse, faites ce que vous voulez faire comme métier, et le reste, on s'en fout, quoi. Si le papa de mes enfants m'écoute, il va pas être content, hein. On pourra couper à tout moment tout ce que tu veux. Non. Et ouais, mais c'est ce que ça m'a fait quand je suis rentrée d'Australie. C'était ce qui m'a énormément choquée, c'était le côté matériel. J'avais vécu dans mon coffre de voiture, c'était une Ford Falcon Wagon, et j'avais tout. Pourtant j'avais pas d'eau, pas d'électricité, et tous les jours j'étais propre, je mangeais comme il fallait alors que j'avais pas non plus beaucoup d'argent, parce que quand tu baroudes, t'es pas millionnaire. Et quand je suis revenue, je savais que les gens se rendaient pas compte que par exemple pour prendre sa douche, on allume la lumière. Ouais. Moi vraiment c'est un geste qui m'a surprise, parce qu'en plus à l'époque, il y a une fois où je devais... mettre la lumière sur une migale parce que sinon je savais pas où elle allait pendant que l'autre personne se douchait. L'horreur. Voilà les douches que je passais, c'était et pourtant tout se déroulait très bien, hein. Mais comme moi je suis un petit peu tête en l'air, des fois j'illuminais pas la migale et là c'était la panique pour les autres, mais bon c'était plus mon problème. Et en plus à un moment je suis revenue sur la migale, elle n'était plus là, donc là j'ai cru qu'on allait me zigouiller. Et quand je suis revenue, je suis retournée chez ma mère et j'ai fait... Et j'ai regardé la salle de bain, elle était immense, il y avait des produits partout, des serviettes, une pour les cheveux, une pour le corps, non mais 2 serviettes quoi. Ouais, c'est un choc. Et je me suis sentie tellement mal, tellement pas à ma place, alors que c'est tout ce que j'avais connu avant. Donc c'est très dur de dire, j'ai vécu 20 ans avec une personne, donc moi-même, que j'aimais bien, hein. J'aimais bien le matériel, j'aimais bien tout ce que je vivais. Et là, en 1 an de temps, comment expliquer aux gens que j'ai autant changé, que j'ai plus besoin de autant de confort pour que ça me fasse plaisir. Ça me fait toujours plaisir dans le sens où je refuse pas, forcément. On est humain, tu me proposes une douche chaude et 2 serviettes, oui, je suis super contente. Mais je vais pas courir après ça. Et à 21 ans, comprendre ça, finalement, c'est génial, et c'est un petit peu dur parce que tu peux pas le dire à tes amis. Moi quand je suis revenue en plus, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait des expressions de dingue, il y avait OKLM qui était apparu. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font les gens, c'est quoi ça OKLM? Et il y avait des émissions, je sais plus, c'était peut-être les anges et on parlait d'anges et d'émissions comme ça. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Moi je regardais les baleines le matin sauter au loin et je reviens au KLM, mais waouh. un peu voilà, tu traverses n'importe quel tunnel. Donc moi c'était l'Australie, toi c'était la maladie, et tu reviens et tu dis les gars j'ai vécu des trucs, j'aimerais bien vous les expliquer, mais là apparemment t'as l'air à fond dans ton émission de 18h, je le ferai peut-être après, du coup tu sais plus quand est-ce que tu peux parler aux gens, et tu peux pas en fait, tu peux pas trop... Je crois qu'il faut les laisser continuer leur petit bout de chemin à eux, parce que tant qu'ils n'auront pas eu le choc traumatique que toi, tu as pu avoir, en tout cas la force d'être assez lucide pour l'avoir, tu pourras pas les faire changer. Et puis, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir continuer à parler avec eux sans qu'il y ait de tension, qu'ils puissent comprendre ton point de vue, et puis que toi, tu comprennes le leur. Et puis voilà, et puis peut-être qu'un jour, ils auront aussi une fulgurance... Et puis on n'est personne pour leur amener quoi que ce soit. Ah non, surtout on n'est personne. Et
à 21 ans, je l'avais pas compris. Moi, je voulais ramener ma science, tu vois. Je voulais leur dire, non, mais il faut voyager. Oui, mais à 21 ans, on veut changer le monde, c'est ça qui est beau aussi. Ah oui, mais ça, c'est magnifique, ça. On le perd en vieillissant un peu, ce truc. Mais moi, je veux toujours changer le monde, mais avec les autres maintenant. Je veux plus le faire avec moi toute seule, mon petit bouclier et mon arme. Là, c'est juste... je veux même pas le changer, le monde. Je veux juste montrer qu'il y a d'autres mondes. Ouais. Et c'est ce qu'on fait avec Eva, avec les podcasts, c'est ton monde est génial, mais viens écouter cette personne-là, elle a peut-être un truc à te dire. Et comme tu dis, des fois, les rencontres, c'est une phrase. Moi, il y a des phrases qui ont changé ma vie. Et les gens, je les ai plus jamais revus après. Et c'est super beau parce que t'es un peu un phénix. T'as eu plusieurs vies. Et c'est comme si... Tu sais, il y a toujours des gens qui sont vachement dans le surnaturel et ils veulent savoir ce qu'ils ont vécu avant. Et toi, t'as la chance de savoir ce que t'as vécu avant. Ouais. Parce que t'as eu plusieurs vies dans ta vie et tu peux raconter. Ouais, mais je me dis, là, tu vois, j'ai 39 ans. Alors, j'ai que 39 ans. Et là, je suis juste à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, avec les gens que j'ai choisis. En fait, ça, je crois que c'est le plus grand bonheur du monde, de te dire que t'es là où tu dois être. Et ça, c'est incroyable. Ça m'est jamais arrivé avant. J'avais jamais eu cette certitude de me dire je suis là où je dois être. Et là maintenant, j'en ai la certitude. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable parce que les moments où j'ai ces fulgurances, c'est pas des moments de dingue. Hein. Mais c'est souvent... Je me souviens surtout d'un moment, j'étais à ma fenêtre, elle était ouverte et j'avais un thé à la main. Et je me suis dit, mais ça peut pas être différent. Et je me suis dit, wow, le sentiment que t'as, c'est comme si t'étais vraiment enraciné et solide et que rien pouvait déplacer ça et que si quelqu'un venait te voir et te disait non mais c'est pas réel ce que tu vis ou bref te faisait changer d'avis, tu dirais non, moi c'est ce que je pense, c'est le genre de moment où tu es connecté avec ton environnement en fait. Tu sais tout ce qui se passe, tu sais qu'évidemment tout ce qui joue autour de toi, tout ce que ça représente, mais juste toi tu as les pieds ancrés au sol et ça personne peut te l'enlever ça. Personne peut te l'enlever. Parce qu'on m'a dit souvent que j'étais naïve, mais que ça reviendrait, ma façon de voir la vie un petit peu plus noire qu'avant, que tout ça c'était sous le joug de la maladie. Tout ça on me l'a sorti. Alors je leur dis probablement, mais en tout cas je vais tout faire pour que non, ça revienne pas. Je vais tout faire pour pas vous ressembler. Voilà. Cordialement. Baiser. Mais c'est fou, enfin, je suis désolée de comparer ta maladie à l'Australie, parce que forcément, c'est pas du tout la même chose, mais j'ai tellement ressenti ce que t'as ressenti, parce que moi, on m'a dit, quand je suis revenue, redescends de ton nuage. Mais l'Australie, c'est sur Terre, hein. Bah, peut-être que les gens le savent pas. Oui. Peut-être que aussi c'est un problème géographique, finalement. Mais donc, je le dis, l'Australie, c'est bien sur Terre, c'est juste que c'est de l'autre côté. Et on m'a dit, non, mais tu vas voir, tu vas revenir, ça sera dur comme tout le monde. C'est déjà dur, hein. Ouais. Ne venez pas me rabaisser dans ce que je pense. En fait, j'ai l'impression que quand tu traverses quelque chose, tu peux pas le dire. Je trouve que c'est ça le plus dur. C'est la façon dont tu perçois les choses, elle est difficile à dire, en tout cas maintenant pour l'après. Parce que moi, j'ai tendance à dire, alors je parle avec du coup beaucoup de filles sur les réseaux, ça c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Maintenant, je parle avec des filles qui sont dans le même cas que moi, qui ont vécu la même chose. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que maintenant, le cancer, c'est un compagnon de route, qu'il a fait aussi ce que je suis, mais que moi, il m'a rien enlevé. Donc, j'ai pas de colère vis-à-vis de ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas. Je sais qu'il sera toujours à côté de moi parce que je vais être en traitement pendant 5 ans et puis qu'après, tu as toujours cette notion de récidive. Il fera partie de moi pour toujours. Donc, voilà. Mais il va m'accompagner. C'est pas un ennemi, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de dames avec qui j'en parle qui le prennent super mal quand je dis ça. Parce qu'elles disent, mais comment tu peux considérer le cancer comme quelqu'un de gentil et tout. Mais c'est pas que je le considère comme quelqu'un de gentil, c'est qu'il fait partie de moi. Et puis il m'a apporté finalement plein de choses, quoi. Enfin, moi, il m'a rien enlevé. Donc j'ai pas à le détester, il est là, bon, c'est tout, on va en faire quelque chose. Et puis... Mais je sais qu'il y a beaucoup de dames qui ont du mal avec ça, et qui se disent, mais comment tu peux... Qui t'en veulent presque. De parler de la maladie avec autant de légèreté, alors que... Mais non, je sais à quel point c'est dur pour ces dames-là, évidemment que je le sais. Mais moi, j'ai pas envie d'en parler autrement, c'est tout. C'est mon combat à moi. C'est comme avec Fabien, mon meilleur ami à mes côtés. On dit souvent, le symbole de mon combat, c'était le fuck.
J'étais très active sur Instagram et ça m'a fait un bien fou d'ailleurs les réseaux sociaux parce que j'ai reçu beaucoup de messages, ça te porte aussi ça. Hein. Et moi mon symbole du combat c'était le fuck, j'en faisais à n'en plus finir, hein, tu vois. Mais moi ça me faisait du bien et puis c'était moi, voilà, ça a toujours été moi quoi. Et il y a souvent des gens qui me disaient oh, quand même le fuck, doucement, pas trop, c'est un peu vulgaire et tout. Ben en fait ça dépend ce que tu mets derrière. Hein. C'est vulgaire pour toi culturellement si tu veux. Moi ça veut juste dire qu'en fait je l'emmerde, que j'en ai rien à foutre et qu'il va rien m'enlever. Et ça je le maintiendrai jusqu'au bout en fait, tu vois. Mais c'est ce qu'on disait en off aussi, tu te rappelles, pour poser seins nus. Ouais. Poser seins nus pour poser seins nus, ça n'a aucun intérêt. Mais si derrière il y a un projet, mais j'ai l'impression que tout dans la vie est comme ça. Si tu fais les choses choc et que derrière il y a un projet, ça devient tout de suite poétique. Bah oui. Finalement. Mais quand tu mets du sens derrière les choses, les gens ils entendent le sens et ils voient le sens. Bien et sûr. Ils voient le message surtout. Effectivement, quand tu fais les choses sans qu'il y ait de sens, tu te perds. Hein. Oui, puis ça devient vulgaire. Et c'est là où ça devient vulgaire. Ouais. Parce que là, si on descend tous dans la rue et qu'on fait des fucks, ça va être très vulgaire voilà. ce moment. Voilà, ça dépend le message que tu mets derrière. Et là, toi, tu changerais rien. Tu changerais rien à tout ce qui t'est arrivé. Là, comme ça, j'ai envie de te dire non, parce que là, je suis bien. Je pense que le plus gros regret quand même que j'aurais, c'est par rapport à mon compagnon. Je pense que ça a été vraiment très dur pour lui. Et ça, on n'en parle pas assez. Hein. On ne parle pas assez des gens, de l'entourage. Voilà, c'est vraiment par rapport à mon compagnon et mes enfants. Alors, mes enfants, j'ai essayé de les préserver au maximum. De ne pas leur montrer les jours off, les jours malades. Je ne montrais pas. J'ai essayé de les préserver beaucoup. Je pense qu'on a réussi. Il y aura quand même des séquelles, évidemment. Hein. Quand ta maman tombe malade pendant l'adolescence, évidemment, il y a des séquelles. Ouais, peut-être la place de mon compagnon, je l'appréhenderais autrement. Je l'appréhenderais autrement. Alors, c'est pas un regret, parce que voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Mais en tout cas, je penserais peut-être les choses autrement. Ouais. Toi, pour lui, ouais, toi envers lui, plus le protéger? Non, peut-être plus communiquer. Je pense que là, pour être tout à fait honnête, tout ça a eu raison de mon couple. Mais parce que je pense que lui, il a été profondément malheureux. Et je pense que voilà, on a perdu du coup la communication. Et puis moi, je me suis enfermée dans ma maladie et dans mon combat. Et j'ai pas vu à quel point il pouvait aussi s'inquiéter, tu vois. Donc peut-être que ça serait le truc que je travaillerais peut-être un petit peu plus. Mais non, sans regret non plus, parce que ce qui devait arriver est arrivé. Et puis voilà, ça fait partie du parcours, je pense. C'est que ça devait être comme ça, et voilà. Et donc là, tu as 39 ans. Ouais. C'est ça, ouais. Ok. Et ton parcours de vie, sinon ? Écoute, des plus banales. Des plus banales, j'ai fait quelques années de fac, licence de lettres modernes, je voulais être prof. Et puis, j'ai commencé un petit peu à enseigner. Et là, je me suis dit, non, vraiment, si je suis proche, je vais finir en prison. Je vais tuer soit un enfant, soit un parent. Donc, non, c'est pas... Non, pour mon avenir, sage c'est pas décision, terrible. Du coup, non, pas prof. Et puis, voilà. Tout à fait banal. Hein. Je suis mandataire judiciaire dans la vie. Je suis dans le social. Je m'occupe des gens. Voilà, ça me passionne, pour le coup, par contre. M'occuper des autres. Et je suis passionnée par l'écriture et le théâtre, la lecture. Et voilà, rien de fou, c'est moi quoi. C'est déjà pas mal. C'est ma petite vie tranquille. C'est déjà pas mal. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui se battent là en ce moment, qui t'en veulent peut-être parce que tu dis que c'est un compagnon de route? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'elles aient peut-être moins cette rage négative et plus cette rage positive? Moi, je peux rien dire sur ça, mais... que le temps passe et que le temps, il fait son œuvre de toute façon. Et ce qui peut nous paraître insoluble et noir et ténébreux maintenant, forcément dans 6 mois, ça sera différent. Forcément. Et voilà, le temps fera son œuvre. Donc oui, c'est douloureux maintenant, mais cette douleur, voilà, il faut essayer de la transformer et puis de se dire que on a le droit de sombrer. Hein. On a le droit de pleurer, on a le droit de détester la terre entière, de taper dans les murs, on a le droit, mais voilà, elles se relèveront, on se relèvera. Alors, c'est horrible ce que je vais dire, j'allais dire on se relèvera toutes. Non, malheureusement, il y en a qui ne se relèvent pas. On va pas finir sur ça. On va pas finir sur ça, c'est pas fou quand même, on va trouver autre chose. mais non, mais on se relève de tout, voilà, on se relève de tout. Et même si ça paraît ténébreux là maintenant, non, le temps fera les choses.
Allez Victorine, trouve autre chose. Voilà, allez, maintenant meuble. C'est à toi de prouver tes compétences au micro. Ah ben ça fait partie du combat aussi malheureusement. Hein. Mais bien c'est sûr. pas un tabou, hein. Mais c'est vrai. Ça tue encore, hein. Ça tue encore. C'est pas. Mais c'est pour ça que tu fais partie du centre ressources, que tu as défilé il y a pas longtemps avec. Voilà, on a vu que tu étais entourée. C'est Emeline, c'est ça la créatrice de robes de mariée sur Charleville et. Elle a créé une robe grâce au tissu qu'on a déposé au Verboc et au banana. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc que juste les gens ont déposé. Ouais. Une robe recyclée. Ouais. On va dire ça comme ça. Une robe écolo. Une robe écolo. Solidaire. Mais en très peu de temps. D'après ce que j'ai compris. Je crois qu'elle a eu même pas une semaine pour la faire. Costaud. Ouais. Costaud. Ouais, ok. ouais. Et oui, et là, on a pu voir justement tout cet amour, toutes ces femmes qui te portaient et qui se portaient entre elles. C'était assez hallucinant. Ce que je trouve juste dommage, c'est qu'il faille toujours des choses horribles pour que les gens se soutiennent. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je sais pas comment on pourrait faire, ou même, je trouve que c'est dommage de se rassembler que quand il y a un anniversaire ou un mariage ou un décès, parce que ça fait que 3 occasions, ça fait pas beaucoup quand même. Donc soit on attend que tu meurs, soit on attend que tu fêtes un anniversaire de plus, c'est super. Et ça, les enfants te le disent beaucoup. Moi, mes filles ont tendance à dire c'est dommage, on fait que des repas de famille quand il arrive des choses graves. Ou quand... Les enfants, ça, ils le voient, ça, qu'effectivement, nous, les adultes, on ne se regroupe pas assez pour des choses gaies. Oui. Mais moi, je le vois même en ce moment avec mes amies. Moi, elles viennent d'être mamans, donc c'est un peu dur de rassembler tout le monde. Mais j'ai déjà pensé... Oh, là, c'est horrible ce que je vais dire. Mais j'ai déjà pensé à dire... venez vite, c'est urgent, et que quand elles arrivent, il y a des ballons partout. Et je dis, bah non, en fait, j'avais juste envie de faire la fête. Non, mais voilà. Mais il y a que comme ça que ça marcherait, je sais. Ouais. Si je veux réunir 5 ou 6 de mes meilleures amies, va falloir que je trouve un truc grave. Et bon, après, elles vont me faire la gueule, hein, je pense, parce que quand elles vont arriver et qu'elles vont voir qu'il y a des gâteaux et des chips et des lasagnes et des ballons, et du champagne. Mais ouais, j'ai déjà pensé, parce que c'est une pub aussi où il y a un papy, sa famille vient plus le voir. Et il annonce sa mort. Et du coup, ils viennent tous. Et il avait préparé une grande tablée. Et la pub, je crois que j'avais eu les larmes aux yeux, parce que il n'y a que comme ça que les gens se rassemblent. Et c'est dommage, parce que pourquoi on ne se rassemblerait pas comme ça, juste par amour. Juste par amour de la vie, en fait, sans qu'il y ait autre chose derrière. Et c'est pas naïf de dire ça. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que pour toi et pour moi et pour tant d'autres personnes, c'est ça la vie. C'est aimer sans sens, pour le coup. Oui. Qu'il n'y ait pas de sens à l'amour, surtout. Qu'il n'y ait pas d'attente non plus. Oui, pas d'attente et donner aucun sens à l'amour. Ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Alors, Qu'est-ce qui va le meilleur ami essaye de communiquer. Vas-y, tu peux dire une phrase, s'il te plaît. Depuis 5 jours, on fait que ça, en fait. C'est vrai. On se voit tous les jours, on fait la fête tous les jours, c'est pour vrai. aucune raison. Tu sais quoi, j'étais en train de me dire, ça fait 1 heure que je l'ai pas entendu, je pense qu'il en peut plus, ça lui arrive jamais de pas parler pendant... Non mais vraiment bébé ou quoi? C'est vrai, regarde, il est rouge, tellement il a besoin de parler. C'est vrai qu'il est rouge. Il va exploser de paroles, il de mots. retient tous ses mots. Il retient. Je vais devoir comme les gamins. On va sortir dans pas longtemps, vous allez peut-être l'entendre hurler, on va laisser les micros C'est ouverts. incroyable. C'est vrai qu'on sent qu'il bouillonne. Il en peut plus, plus. Il faut qu'il parle, là, il a envie de dire des choses, mais il peut pas. C'est chiant quand c'est plus toi qui es au centre, bébé. Hein. Ah ouais, je sais. Peut-être qu'on fera un podcast avec toi plus tard. Ah bah là, prévois 4 heures. Hein. Le mec, égocentré, quoi. Ah, les fucks, vous les voyez pas, mais il y a des fucks dans la salle. Il y avait un projet derrière, non, je crois que c'était gratuit. Non, ça c'était gratuit. C'était gratuit. Pour le coup, il n'y avait pas de sens, vraiment. Par le faire chier, non. Bon, est-ce que, si je résume, pour toi, la vie, c'est se laisser sombrer quand il faut. Et puis, comment je pourrais dire, c'est se laisser le droit de sombrer et se laisser le droit d'aimer. C'est bien résumé. Ouais. Oh, j'ai des frissons. Et de s'aimer aussi, parce que c'est pas forcément parce que tu t'aimes que tu es imbu de toi-même et égocentré. Et ça, je crois que cette société-là a tendance aussi à l'exacerber, en tout cas à exacerber le contraire. Tu peux très bien t'aimer sans avoir une confiance en toi folle. Moi, je n'ai absolument pas confiance en moi, mais j'apprends à m'aimer, et c'est très important. Mais j'ai remarqué aussi que les gens qui s'aimaient, souvent étaient les gens les plus respectueux, les plus humbles et les plus vrais. Parce que quand tu t'aimes, tu ne mens pas. Parce que quand il y a une situation qui va te déranger, tu vas simplement partir. Tu vas pas faire d'esclandre. Et quand il y a une situation que tu vas vraiment aimer, tu vas rester. Et ces gens-là, ouais, les gens qui s'aiment, comme tu dis, pas dans l'extrême, ce sont les plus aptes
à aimer les autres par la suite. C'est ce que j'allais dire. Voilà, si tu veux vraiment aimer les autres de façon sincère, il faut pouvoir déjà t'aimer toi. Bien sûr. Est-ce que tu aimerais nous partager ce que tu veux? Un institut, un plat, une phrase, un livre, une pensée, ce que tu veux. Tu me prends au dépourvu. Une bière? Nous recommander une bière? Ah bah si tu veux, tiens. Allez, Voilà. je veux bien. Si tu veux, une bière. Allez. Mais laquelle? Eh ben j'aime bien en ce moment l'IPA du Verbock. On va dire le nom quand même, Fabien du Verbock, c'est important, hein. Parce qu'on y est quand même beaucoup. Et ouais, j'aime bien l'IPA du Verbock, la cuvée d'Arthur, qui est très très bonne. Ah bah merci pour cette recommandation. Bah écoute, voilà, tu vois, je me résume encore à l'alcool, comme quoi les gens ne changent pas. Hein. On a quand même fait une petite heure qui n'était pas sur l'alcool, hein. C'est juste la conclusion. Et il fallait bien finir sur une touche. Ouais, on finit sur une touche festive, et voilà, ça me ressemble. Je te laisse le micro pour finir comme tu le souhaites. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci pour ce rendez-vous qu'on n'avait pas prévu. Merci à toi, Fabien, de t'être contenu autant. Merci. Merci, Eva, et je te laisse le micro, Gaëlle. Merci à toi Eva, merci beaucoup. Et ouais, surtout n'oubliez pas que même quand vous êtes au fond, bah sombrez, laissez-vous sombrer, pleurez, claquez dans les portes, faites ce que vous voulez, mais il y aura des beaux jours, parce que c'est ça la vie aussi, c'est que des beaux jours. Merci beaucoup. Hey, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous donner vos retours. Vous pouvez également suivre nos aventures sur Instagram et Facebook. Et si jamais, vous aussi, vous voulez venir au micro de Capture Podcast pour donner votre avis sur la vie ou tout simplement pour échanger, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou par mail. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et énormément des gens que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!